Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans l'émission À vos droits, émission juridique dédiée spécialement aux débats juridiques et sociétaux. Aujourd'hui, nous recevons Laura et Justine. Merci de nous accueillir, nous sommes ravis d'être là. Merci, bonjour. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité et très controversé en France. Il s'agit des droits des patients en fin de vie. Puisqu'effectivement, en France, les débats sur la fin de vie se sont intensifiés ces dernières années, notamment avec les affaires Vincent Lambert et Vincent Imbert. Ces situations tragiques ont mis en lumière les limites du cadre juridique existant et la nécessité d'offrir aux patients une fin de vie digne et respectueuse. Alors, avant tout, pouvez-vous nous rappeler où en est la France sur ces questions et quels changements législatifs ont eu lieu récemment ? Donc la loi, en fait, elle vient garantir deux dispositifs essentiels pour respecter la volonté des patients. Donc en fait, premièrement, il y a ce qu'on appelle les directives anticipées. Donc ce sont des petits documents qui permettent de préciser à l'avance ses souhaits futurs. Lorsque la personne serait hors d'état d'exprimer sa volonté. Depuis 2016, ces directives elles sont contraignantes. En fait, le médecin est obligé de les appliquer, hors les cas dits d'urgence ou lorsque ces dernières sont inappropriées. Pour autant, en fait, en 2022, on a remarqué que seulement 18% des Français avaient rédigé leurs directives anticipées, ce qui montre bien un malaise autour de la question de la fin de vie, mais également le fait que peu de médecins en fait informent sur l'existence même de ces directives anticipées. Et la deuxième disposition est la désignation d'une personne de confiance, par le patient lui-même, pour être consulté en priorité par les équipes médicales si ce dernier est dans l'incapacité de s'exprimer. Son rôle est central pour témoigner des volontés du patient et éviter les conflits familiaux, tout en s'assurant que les soins respectent la volonté du patient. Donc en France, actuellement, la France s'est dotée de lois clés pour encadrer la fin de vie, avec la loi Leonetti de 2005 qui interdit l'acharnement thérapeutique et la loi Leonetti-Claes, de 2016 qui a renforcé le droit des patients en introduisant une sédation profonde et continue et qui institue également une procédure collégiale et transparente des arrêts de traitement lorsque la personne est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. D'accord. Donc, afin que nos téléspectateurs comprennent un petit peu mieux cette notion, il est quand même important de définir certaines pratiques, comme vous l'avez cité juste avant, donc reprenez-moi si je me trompe, notamment l'acharnement thérapeutique, qui consiste à un maintien en vie par des traitements disproportionnés, et ensuite la sédation profonde et continue, qui, jusqu'au décès, est un soin consistant à endormir profondément une personne atteinte d'une maladie grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Et donc cette personne doit présenter une souffrance réfractaire et cette souffrance réfractaire, c'est lorsque les traitements ne parviennent pas à soulager le patient. Oui, c'est bien ça. Effectivement, en fait, depuis 2016, les médecins ont recours à la sédation profonde et continue que vous venez d'expliquer, qui permet à un patient en fin de vie, en fait, de demander à être endormi jusqu'à son décès s'il souffre de douleur. Cependant, cette pratique, elle soulève quand même quelques questions éthiques. Puisque certains y voient en fait une forme d'euthanasie un peu déguisée. La différence fondamentale reste que la sédation profonde et continue vise à soulager la souffrance sans intention en fait de donner la mort. Faut cependant pas oublier qu'il existe les soins palliatifs. En fait, ils sont essentiels pour apaiser les souffrances, qu'elles soient physiques ou bien psychiques. Et en France, bien que le droit à ces soins soit reconnu, certains n'y ont pas vraiment accès, notamment dans le milieu rural, et c'est un peu désolant. D'accord. Donc, on a l'euthanasie active et le suicide assisté. Donc, ces deux pratiques, en France, restent interdites. Donc, l'euthanasie active, c'est lorsqu'un professionnel de santé administre directement une substance létale au patient, ce qui va ainsi provoquer sa mort. C'est bien ça. Et le suicide assisté, c'est lorsque le patient lui-même ingère ou s'administre la substance létale avec l'assistance d'un médecin qui fournit les moyens nécessaires. Donc, ces pratiques sont déjà autorisées dans les pays voisins. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la France l'interdit encore ? Alors en France, cette interdiction repose sur plusieurs arguments. Tout d'abord, le Code civil prévoit dans son article 16 le respect de la vie et de la dignité humaine. Ensuite, il y a un argument de prévention des dérives. Certains craignent que cette législation
entraînerait des personnes vulnérables à demander le droit à mourir pour ne plus être un fardeau pour leurs proches. Et enfin, il y a la déontologie médicale. Le serment d'Hippocrate prévoit que le médecin soigne et soulage les douleurs, mais ne donne pas la mort. Ainsi, certains professionnels de santé expriment leur réticence pour intervenir dans ce processus. Donc, cependant, la France est un peu un tournant historique, puisqu'en avril 2024, donc, le Conseil économique, social et environnemental a rendu un rapport suite à une convention donc, citoyenne sur la fin de vie. Cette convention, les citoyens se sont exprimés et se sont montrés en faveur en fait, d'une aide active à mourir. 121 citoyens en faveur d'un suicide dit assisté et 109 citoyens en faveur de l'euthanasie. Donc, a priori, la mesure devrait concerner, si elle vient être légalisée dans le futur, les majeurs et les mineurs, sans que cela soit nécessaire, en fait, que le pronostic vital soit engagé. Il suffirait soit d'être atteint donc, d'une maladie incurable et d'avoir des douleurs réfractaires ou des fortes souffrances. Et ces propositions sont actuellement en cours de débat à l'Assemblée nationale. D'accord, très bien. Donc, maintenant, regardons ce qu'il se fait ailleurs et afin de le comprendre, pouvez-vous nous donner des exemples et pensez-vous que les autres pays influencent le débat en France ? Alors, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, la Cour européenne des droits de l'homme a progressivement reconnu un choix puis un droit au suicide assisté, mais elle ne reconnaît pas le droit à l'euthanasie. En Belgique et aux Pays-Bas, l'euthanasie est autorisée, mais à certaines conditions très strictes. Il faut que le patient soit conscient de son état et que ses souffrances soient jugées insupportables. Donc ces exemples montrent bien qu'un cadre légal peut être institué et peut limiter les abus tout en respectant la volonté des patients. En Suisse, le suicide assisté est autorisé, mais l'euthanasie active pas. Et en Espagne, une loi de 2021 permet à des patients atteints d'une maladie grave et incurable de demander l'aide active à mourir. En France, le comité consultatif national d'éthique a déclaré que l'on meurt mal et il invite à une réflexion collective pour garantir une fin de vie digne où chacun peut être acteur de ses choix tout en protégeant les plus vulnérables. Donc oui, ces législations internationales de nos voisins influencent le débat en France, mais elles nous invitent aussi à être méfiants. Par exemple, en Belgique, il y a de plus en plus de demandes chaque année pour obtenir cette euthanasie. Donc ça pose des questions éthiques sur la banalisation de cet acte. Et ça rappelle également, comme l'a rappelé Laura, que cette législation doit être accompagnée d'un soutien accru en soins palliatifs, car beaucoup de souffrances peuvent être soulagées par ces moyens. Ok. Dans tout ce processus, il y a quand même des acteurs qui sont importants. Il ne faut pas les oublier, ce sont les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux ? Leur avis est quand même assez partagé, puisque beaucoup de médecins en fait, craignent que cela affecte et change profondément la relation médecin-patient, tandis que d'autres, notamment dans les pays où ces pratiques sont déjà donc, légalisées, pensent que cela offre en fait, une option supplémentaire pour soulager donc, les souffrances de leurs patients. Mais ils ont besoin en fait, de garanties claires pour éviter tout abus ou pression sur les patients vulnérables. Reconnaître donc, ces pratiques, ça serait reconnaître également une clause de conscience spécifique pour ces médecins. D'accord. Mais alors, jusqu'où va l'autonomie du patient ? Comment éviter les pressions économiques ou familiales ? Et surtout, quel est le rôle du médecin ? Doit-il jouer un rôle pour soigner le patient ou l'aider à mourir ? Ces dilemmes montrent que la question dépasse le cadre purement médical et juridique. Donc effectivement, si le cadre actuel offre des avancées importantes et des défis subsistent pour garantir l'accès à des soins de qualité et répondre aux attentes de la société qui est en train d'évoluer. Donc le débat sur la fin de vie, on l'a bien compris, est avant tout une réflexion sur notre humanité. Donc faut-il permettre à chacun de choisir sa mort ? La France semble être dans un tournant historique sur ce sujet. Donc je remercie nos invités pour leur éclairage précieux. Et nous vous invitons à réagir et à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro dans À vos droits.